doléance. Et puis, vraiment, vous allez devoir voter nous debout avec tout le respect qu'on lui doit. Et encore toute la gloire que nous rendons au Seigneur. Nous voulons recevoir ici, à cette table, notre conférencier du jour. J'ai nommé le magistrat de la Cour suprême, Stéphane Danet, et de recevoir notre conférencier. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci. Spécifiquement dans le cadre du mariage. Et je suis heureux d'avoir été invité par le réseau des femmes de votre communauté, avec à sa tête Madame Georgette Lamouako. Nous voulons vraiment leur dire merci et bénir le nom de Dieu pour l'initiative qu'elles ont prise. Alors, on parle j'ai été invité pour parler des droits de la femme dans le mariage. Ça, c'est vrai. Et nous allons mettre en priorité, nous allons en parler en priorité. Mais je veux également ouvrir une petite parenthèse, ou bien peut-être parler également des droits de la femme après le mariage. Très souvent, les problèmes surgissent. C'est vrai que dans le mariage, il y a des difficultés, mais la plupart du temps, c'est après le mariage. Le mariage finit toujours, nous sommes à l'église, donc on dit nous sommes mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais après, la mort va survenir à tout moment. Quel que soit l'amour qu'on a pour l'un pour l'autre, sauf si Dieu, dans sa grâce, vous fait partie tous les deux, le même jour, à la même heure. Mais je ne pense pas que ce soit tout le temps le cas. Mais quand l'un part, et à quoi doit s'attendre la femme, celle qui reste, la veuve, quels sont ses droits? Donc on va juste parler de ça. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas, je vais dire, aller au-delà du temps qui nous est imparti. On va juste faire une petite ouverture dessus et peut-être dans les échanges, on va rentrer dans les détails. Alors, sans plus tarder, d'abord, je voudrais que les choses soient bien établies. Nous allons parler des droits de la femme dans le mariage. C'est vrai, nous sommes à la Riviera, c'est un quartier où tout le monde, plus ou moins, est intellectuel. Mais quand on doit parler d'un thème, il faut savoir de quoi on parle. Donc, nous allons simplement faire quelques petites précisions. Les droits. On dit, oui, les droits de la femme, mais les droits, c'est quoi? Alors, les droits sont définis comme c'est une habilité, une prérogative, un privilège, c'est-à-dire des avantages que la loi me reconnaît. En tant que femme, dans le mariage, quels sont les avantages qui me sont accordés? Qu'est-ce que je peux faire? À quoi dois-je m'attendre en tant que femme? Parce que quand tout à l'heure, c'est vrai que les hommes ne sont pas là, ils ne sont pas nombreux, mais certainement posé des questions. Mais vous parlez des droits, mais les obligations. Parce qu'on parle d'obligations, c'est vrai que tu as des droits, mais tu as des obligations. Mais nous, si aujourd'hui, nous ne parlons pas des obligations, nous allons parler des droits. Qu'est-ce que la femme, dans le mariage, à quoi est-ce qu'elle doit s'attendre? Quels sont ses droits? Alors, l'autre élément est la femme. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les choses sont bizarres. La femme dont il s'agit ici, qui est reconnue par la loi ivoirienne, c'est l'être humain qui est né femme. Tu es né avec les attributs féminins. Quand à la maternité, on dit madame a accouché, on dit l'enfant il est de quel sexe? On dit le sexe féminin. Ce n'est pas quelqu'un qui est né avec un autre sexe et puis demain il dit je suis. Non, on n'est pas dans ça. Voilà. Donc c'est de ces femmes, c'est de cette femme-là qu'il s'agit. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme célébrée devant l'officier de l'état civil. On peut être au quartier, on dit madame, c'est madame X, c'est madame Y, mais est-ce que vous êtes passé devant le maire? Si ce n'est pas le cas, vous êtes en concubinage. Ce n'est pas mauvais, mais pour prétendre avoir des droits comme ceux dont nous allons parler aujourd'hui, il faut que ce soit fait. Parce que demain, s'il y a une situation, parce que vous allez présenter, je suis madame X, on dit oui, mais présentez votre certificat de mariage. Non, on a fait la dot, on a fait ceci, on a fait cela. D'accord, c'est vrai. Mais comme vous n'êtes pas allé devant le maire, on vous considère comme une concubine.
et vous ne pouvez pas prétendre aux droits dont nous parlons ici aujourd'hui. Donc, ces précisions étant faites, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, quand on parle des droits de la femme, déjà dans le mariage, déjà le premier des droits, c'est qu'à la formation du mariage, lorsqu'on décide de se marier, il faut que la femme donne son consentement. Le consentement, c'est que la femme soit d'accord pour se marier. Il fut une époque où c'est les parents qui choisissaient une femme, on donne à un monsieur, on dit c'est ta femme. C'est pas mauvais, mais il faut que elle aussi elle puisse dire, le monsieur que vous m'avez donné comme mari, là, je l'accepte comme époux. Et quand vous allez devant le maire, on demande, monsieur X, acceptez-vous de prendre pour épouse madame Y? Il dit oui. Elle aussi, quand on lui demande, elle doit pouvoir dire oui. Il ne faut pas qu'elle soit contrainte ou menacée ou qu'elle se marie parce que les autres l'ont voulu. Donc il faut que son consentement soit libre et conscient. L'autre élément, c'est que après le consentement, mais il arrive également des cas où la femme, elle se marie sans avoir toutes les informations. Vous mariez avec quelqu'un et vous découvrez la nuit de noces ou bien quelque temps après qu'il ne peut pas consommer le mariage. C'est-à-dire quelqu'un qui est impuissant sexuellement. Si vous le saviez, au moment de vous marier avec lui, il n'y a pas de problème. Mais si vous la cachez, et que c'est après, dans le mariage, que vous le découvrez, vous avez le droit de dire non. Si je savais ça, je ne me serais pas marié avec lui. Donc vous pouvez demander à ce que le mariage soit annulé. Certains peuvent dire non, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on ne se marie pas peut-être pour ça, mais moi, peu importe sa situation, je reste dedans, pas de problème. Mais pour la personne qui dit moi non, c'est pas, si je savais ça, je ne me serais pas marié avec lui, elle a le droit de demander l'annulation du mariage. Parce que vous avez caché quelque chose de très important. Il en est de même. Tout ce dont on parle, ça concerne les hommes et les femmes. Hein. Mais comme nous sommes en face d'un public féminin, on va parler plus des femmes. L'autre élément, c'est le cas de la stérilité. Le monsieur ne peut pas féconder. Il ne peut pas procréer. Il sait qu'il est stérile. Parce qu'il a fait des examens, on lui a révélé son statut, et il le cache à la femme. Vous êtes mariés 10 ans, 15 ans, il n'y a pas d'enfant, et en Afrique, malheureusement, quand c'est comme ça, c'est la femme qu'on indexe. On dit, mais la femme, elle est stérile, elle n'est plus, le monsieur est marié avec elle. Pourtant, le problème, ça peut être au niveau du monsieur. Et puis, le problème, c'est le monsieur. Parce que les amis l'ont révélé. Et il le savait. Mais il ne l'a pas dit à la femme. Donc là, dans ce cas également, la femme peut demander que le mariage soit annulé. Donc, à la formation du mariage, il y a des informations qu'on doit avoir. Et sur la base de ces informations-là, la femme doit donner son consentement libre et, je vais dire, complet, conscient. Je sais tout du monsieur à lequel je vais me marier. Il n'y a pas d'erreur sur sa personne. Aujourd'hui, il y a des cas où des gens sont mariés avec des personnes qu'ils n'ont jamais vues. Le monsieur est quelque part là-bas, ils se sont rencontrés sur Internet, tout et tout, on a tout fait. Même le jour pour venir, le jour du mariage, il ne vient pas. Il se fait représenter par quelqu'un. Vous finissez, on vous envoie un billet d'avion, vous partez, vous rencontrez quelqu'un. Vous dites, mais c'est qui ça? Mais c'est quoi ça? Ben, c'est à lui que vous êtes marié. Donc là, dans ce cas également, il y a erreur sur la personne. Sur Internet, il s'était présenté comme un jeune homme de 25 ans. Vous allez, après tout, c'est un monsieur de 85 ans. Vous allez faire comment? Dans ce cas également, on peut demander l'annulation du mariage. L'autre élément, dans le mariage, vous êtes marié, quels sont les droits de la femme? L'un des droits les plus essentiels, la femme a droit au respect. La femme a droit à la fidélité
Elle a droit au secours et l'assistance de son mari. Surtout, ce n'est pas quelque chose qu'on doit exiger, mais vraiment c'est très important, le respect. Quand on se marie avec quelqu'un, c'est vrai qu'on l'aime, mais c'est parce qu'on la respecte en premier lieu. Le respect. Quand on se marie également, on se promet fidélité. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont banalisées, mais c'est ça, même la loi me le reconnaît. La loi me le reconnaît. Le respect, la fidélité, le secours et l'assistance. Le secours et l'assistance, tu ne peux pas abandonner ta femme dans le dénuement. Tu ne peux pas laisser ta femme sans nourriture ou être dans la maladie quand elle est malade. Quand tu t'engages dans le mariage avec une femme, tu prends la charge d'assumer tous ces besoins-là. On ne dit pas à la dame, c'est pas, on va en arriver, mais ce n'est pas qu'elle se couche tout le matin, non, mais elle a droit à ça. Elle a droit au respect, elle a droit à la fidélité, elle a droit à l'assistance, elle a droit au secours. La femme a également droit à choisir le domicile conjugal, ou bien à participer au choix du domicile conjugal. Dans l'ancienne loi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais notre première loi sur le mariage date de 1964. Cette loi a été modifiée en 93 et en 2013, en 83 et en 2013. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle loi, c'est la loi de 2019. La loi de 2019, elle a été adoptée le 26 juin 2019. Dans l'ancienne loi, et c'est pourquoi je pense que l'occasion est belle d'en parler, le mari avait beaucoup de pouvoir, beaucoup de droits. Quelque part, c'était comme si la femme était sous la tutelle du mari. Il était son tuteur. Même dans le choix du domicile conjugal, on dirait que c'est le mari, la femme a pour domicile le domicile du mari. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. On dit la femme et l'homme choisissent d'un commun accord le domicile conjugal. Et même mieux, c'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un qui, je ne veux pas stigmatiser un quartier, mais qui habite dans un endroit, vous êtes à la Riviera, il vous a rencontré, vous vivez ici, il vit quelque part, dans un bidonville quelque part là-bas. Vous vous aimez, c'est l'amour. Et il dit, bon, on s'est mariés, viens habiter chez moi. Et vous vous rendez compte manifestement que la maison où il habite là, non seulement elle représente un danger pour vous en termes de sécurité, le cadre, l'insalubrité de cet endroit-là fait que vous exposez à des maladies. Vous pouvez dire au juge, c'est vrai, c'est mon mari, il n'y a pas que je ne souhaite pas divorcer, c'est pas non, mais autorisez-moi à habiter dans un autre endroit autre que là où il habite. La loi vous le reconnaît. Le juge peut vous demander pour un temps. C'est tellement que le temps peut-être de lui permettre de trouver mieux, de déménager, de trouver un autre endroit. Parce que le souci, c'est que si vous n'habitez pas avec lui et que vous n'avez pas cette autorisation du juge là et vous habitez ailleurs, il peut dire la femme a abandonné le domicile conjugal. Et c'est une cause de divorce. On peut vous contraindre même à y aller. Mais si vous avez obtenu l'autorisation du juge pour dire c'est mon mari, je l'aime, je veux vivre avec lui, mais là où il habite, là, ça représente un danger pour moi, pour ma sécurité, pour ma santé, et peut-être pour nos futurs enfants, je souhaiterais vraiment que m'autoriser à rester pour le moment là où je suis, le temps qu'on trouve mieux. Ça, le juge peut vous l'accorder. Donc la femme participe désormais au choix du domicile conjugal. L'autre élément, avant, systématiquement, vous appelez à l'état civil vous-même, hein, je prends un nom, Conan, Yao, Ephrasie. Quand vous épousez M. Quadio, on vous appelle désormais Quadio Ephrasie. C'est-à-dire, votre nom de famille même a disparu. Mais désormais, non, vous gardez votre nom de jeune fille. Et on met à la fin épouse Quadio. Donc, désormais, on vous appelle Conan Aya Ephrasie, épouse Quadio.
vous avez l'usage du nom du mari. Il ne fait pas disparaître votre nom de famille. Et ça ne crée plus de confusion. On sait que c'est la fille de M. Conan qui s'est mariée à M. Quadio. Les choses sont claires désormais. Donc la femme a le droit à l'usage, a le droit d'user du nom de son mari. Ce n'est pas une obligation. C'est un droit. Un droit, on l'exerce ou on ne l'exerce pas. C'est-à-dire, vous avez une femme qui, avant de se marier, s'était déjà fait connaître par son propre nom. Parce que peut-être que vous êtes une grande femme d'affaires ou bien vous êtes une femme politique, on vous connaît sous ce nom-là. Si vous prenez systématiquement le nom de votre mari, on risque de ne plus savoir que c'est la même personne. Donc, on sait que vous êtes épouse, tant, mais dans la vie courante, on vous appelle Madame Tant, vous gardez votre nom de jeune fille. Voilà. Puis c'est sur ce nom-là qu'on vous a connu et que vous avez fait votre réputation. Alors, nous allons passer à un élément essentiel, c'est le droit de la femme dans la gestion des biens de la communauté, dans le mariage. La gestion des biens, parce que ça, souvent, l'argent également crée beaucoup de problèmes. Ce qu'il faut retenir essentiellement à ce niveau, c'est que l'homme et la femme contribuent aux charges du ménage. L'homme et la femme contribuent aux charges du ménage. On dit, mais et si la femme ne travaille pas? Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la loi reconnaît que l'activité de la femme dans le foyer, le fait de se réveiller le matin, de balayer la maison, de faire la vaisselle, de préparer la nourriture, tout ce que la femme fait dans la vie ménagère, c'est sa contribution. Donc, désormais, une femme ne peut pas dire « Ah, ma femme, elle ne fait rien. » Non, non. Elle participe du savoir de voilà. Par les charges qu'elle occupe dans la maison, par tout ce qu'elle fait dans la maison pour l'entretenir, pour s'occuper de vous, c'est sa contribution. Donc, la femme, elle également, elle contribue. Donc, on ne pourra plus jamais dire, on ne peut plus dire à sa femme, à niveau d'une femme, non, elle ne fait rien, elle ne fait que manger, mourir. Non, elle apporte quelque chose. Par les soins qu'elle apporte à la maison, au foyer, les soins qu'elle apporte à la famille, c'est sa contribution. L'autre élément, c'est que s'il arrive, puisque les deux, la femme et le mari contribuent au charge du ménage, lorsque, pour une raison ou pour une autre, l'homme, le mari, n'apporte plus sa contribution pour entretenir le foyer, la femme peut le contraindre par le juge à le faire. C'est-à-dire, vous êtes dans un foyer, un matin, monsieur soit la disparu de la maison, ou bien il vient, mais il ne donne plus rien pour vous nourrir, pour payer les charges, pour payer les factures, pour s'occuper des enfants. Vous allez voir le juge, il vous autorise, il va vous rendre une décision. Cette décision, vous la prenez s'il travaille. Vous allez à son lieu de travail, là où il travaille, vous déposez la décision là-bas. Vous dites, chaque fin de mois, en réalité, c'est 100 000 francs qui sont nécessaires pour entretenir le ménage. Quand vous déposez, si c'est un fonctionnaire, vous déposez ça à la solde, chaque fin de mois, les 100 000 francs qui sont nécessaires pour entretenir le ménage sont retirés de son salaire, on vous les donne, vous occupez de votre foyer, de vos enfants. Mais la solution, c'est juste le respect, la considération qu'on accorde à son mari, c'est pas là. C'est pas l'esclavage. Mais il faut connaître également ce à quoi on a droit dans le cadre du mariage. Les choses, comme je dis, se sont allées dans le bon sens. Il peut encore avoir des améliorations, mais pour ce qui déjà existe, je pense que c'est avantageux pour la femme. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont apporté, je veux dire, des avantages à la femme, des droits, qui ont amélioré la situation de la femme. Il peut y avoir encore des efforts à faire. C'est à vous de réfléchir pour voir où ça coince encore, pour que peut-être le législateur puisse en prendre compte. Parlant des hommes, mais il faut que les hommes vraiment aient conscience de cette situation, savoir que désormais, le statut de la femme a évolué. Les droits de la femme au sein du couple ne sont plus les mêmes que ceux d'avant. Et il faut qu'on intègre et que l'Église, que ce soit la société civile, il faut qu'on fasse la sensibilisation. Pour que chacun sache désormais à quoi s'en tenir et comment faire pour que nos mariages, nos vies de famille soient harmonieuses. Un mariage des couples dans lesquels l'un et l'autre
se respectent, où les droits reconnus à l'un sont mis en avant, sont respectés également. Donc, pour ne pas être plus long, on a commencé un peu tardivement, mais bon, voici un peu de façon ramassée ce que je pourrais dire relativement au thème qui nous a été soumis. Et avec les échanges, avec voilà, les questions, on va peut-être approfondir ce que j'ai cette présentation. Je vous remercie. Elle a parlé du concubinage. Et quels sont les droits de la femme en matière de concubinage? Et ça, je crois que j'ai été précis et clair quand j'ai commencé. Peu importe le nombre d'années que vous avez fait dans le concubinage, un concubinage reste un concubinage. C'est pourquoi la loi ne reconnaît pas ce type de relation-là. C'est-à-dire, oui, dans le village, dans votre communauté, on peut vous appeler abusivement Madame Tant, Monsieur X, mais la loi ne reconnaît pas. Aucun droit n'est attaché à cette situation. C'est pourquoi on vous encourage à entrer dans le mariage. C'est vrai, on dira que c'est l'homme qui épouse, ce n'est pas la femme qui épouse, mais vraiment, je pense que les choses doivent être assez claires. Et nous sommes à l'église également. C'est vrai qu'on peut dire, on s'est connus avant qu'on ne soit convertis. Mais si nous sommes convertis, que nous sommes à l'église désormais, on dit, la situation dans laquelle nous sommes là n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Et cette situation également peut mettre en péril l'avenir de nos enfants. Faisons ce qu'il y a à faire pour rentrer dans les normes en nous mariant. Par la prière, par tout ce qu'il faut, mais il faut vraiment qu'on franchisse ce cap-là. Sinon, si on reste dans la situation de concubin, de concubine, même si c'est toute la vie, on en sortira zéro. Et vraiment, c'est l'exhortation que je peux vraiment apporter aux uns et aux autres ce matin, c'est vraiment de tout faire avec l'aide du Seigneur pour sortir de cette situation-là, qui ne garantit rien. C'est-à-dire du jour au lendemain, même la même personne, là, elle peut vous mettre dehors. Elle peut vous mettre dehors. Après 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a aucune obligation s'attache à elle. Si on n'est pas encore marié, si on n'est pas encore dans cette situation-là, vraiment faisons tout pour entrer ça c'est le frère, c'est le chrétien qui parle, pour entrer dans des foyers. C'est-à-dire, je suis chez mes parents, jusqu'à ce que quand je me déplace, je vais chez un homme, je viens en tant que son épouse. Si je suis dedans, si on s'est connus déjà avant qu'on ne soit mariés, vraiment, c'est ce combat avec l'aide du Seigneur, la prière, tout ce qu'il faut, mais pour convaincre la personne pour qu'on franchisse ce cap-là. S'il tient à vous, il va vous épouser. S'il tient à vous, il doit vous épouser, il va vous épouser. Parce que c'est à rien vraiment, comme je l'ai dit, de perdre le temps de quelqu'un pendant des années, des dizaines d'années. Il faut vraiment, voilà, il faut qu'on en arrive là. Non, madame, je suis vraiment, bon, c'est triste, mais malheureusement, la loi n'attache aucun droit à la situation de concubinage. La seule chose, mais là encore, c'est des démonstrations juridiques compliquées. Il faut dire, demain, vous pouvez dire, on était en relation d'affaires. C'est-à-dire, vous êtes avec un monsieur, vous avez créé peut-être une plantation, vous avez construit peut-être un immeuble qui est en location. Mais encore, il faut prouver que vous êtes mis d'accord pour créer une société. C'est-à-dire, c'était une société de fait, et voici ma contribution. Ça encore, c'est des choses qui sont difficiles à démontrer. Donc vraiment, le concubinage, il n'y a aucun droit qui est attaché à ce statut, à cette situation-là. L'autre élément, c'est lorsque le monsieur décède, la réaction des parents qui viennent tout prendre à la femme, qui la laisse dans le dénuement. Mais ça, la première des choses, si vous êtes marié, la loi vous protège. La loi vous protège. Le souci avec ce genre de situation, c'est que les gens ont peur.
Vous avez abordé la question de la sorcellerie. Ah, les gens ont peur de revendiquer leurs droits. Parce que, il ne faut pas qu'on me fasse du mal, il ne faut pas qu'on fasse du mal à mes enfants, donc ils fassent ce qu'ils veulent. Mais si vous leur dites de faire, ils vont faire ce qu'ils veulent. Si vous avez, en tant que veuve, vous êtes marié, vous avez des biens à votre mari, avec votre défunt époux, les gens viennent les prendre, vous saisissez la justice. S'il faut les arrêter pour les mettre en prison, les mettre en prison. De quel droit ils viennent prendre les biens de la famille? Ça ne leur appartient pas. Ces biens appartiennent aux enfants et à l'épouse. S'ils n'ont pas d'enfants, ils ne peuvent venir demander leur part dans cet héritage que si il n'y a pas d'enfant. Si le couple n'a pas eu d'enfant, il y a une part des biens qui est réversée à l'épouse, une autre part à la famille du défunt, soit à son père, à sa mère, s'ils vivent, ou bien à ses frères et sœurs. C'est tout. Mais les biens de la famille ne lui appartiennent pas. Et c'est pourquoi je vous parlais de sensibilisation, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui. C'est la sensibilisation qui est tentée d'être faite comme ça. Ils n'ont aucun droit de venir mettre la femme dehors, de ramasser les affaires. Non, non, pour tout cas. Dès qu'ils le font, vous allez à la police, à la gendarmerie, ils vont vous venir rendre compte pour dire de quel droit ils sont venus prendre les biens. Mais si on reste dans la... Non, ils vont nous faire du mal. Il ne faut pas qu'ils fassent du mal à mes enfants. Il ne faut pas qu'ils nous fassent du mal. Non, d'accord, vous allez rester dans votre précarité. Et ils vont continuer. La loi vous protège. La loi vous protège. Et si vos droits en tant que veuve sont bafoués, vous saisissez la justice. Alors, Mme Soro a parlé de la dot et des enfants qui sont délaissés. Et plus tard, le père vient, je vais dire, revendiquer des droits ou bien avoir une autorité. Mais, bon, la dot, c'est la même chose que le concession, c'est toujours le même concubinage là. Oui. Non, non. Mais en réalité, regardez un peu la dot. Parlons un peu de la dot. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons 60 ethnies au moins. Et chaque ethnie, chaque région a sa dot. Ce n'est pas de façon d'égalité. Certains ne prennent même pas de dot. Donc, on ne va pas imposer, comme chez nous, on prend la dot, on paye tel montant. Non, non. C'est pourquoi la loi dit, la seule chose que le droit reconnaît, vous êtes venu devant le maire. Mais l'argent que vous prenez pour faire la dot, là, on peut pas faire célébrer le mariage. Parce que les gens, aujourd'hui, les gens, non, le mariage coûte cher. Le mariage coûte. Vous vous levez le matin, madame, on a fini on a déposé les papiers qu'il faut à la mairie. Lève-toi, on s'en va à la mairie. Monsieur, avec deux frères de la mairie, deux témoins, on aimerait se marier. Vous finissez le monsieur sans votre travail, tu dois marcher. Vous avez fini de marier. Mais comment on veut se marier avec limousine? On veut se marier avec une robe dont la traîne arrive jusque là-bas. Bon. Mais sur l'argent de la dot, là, ça fait mariage? On peut déjà même faire notre petit mariage à 4 et puis aller faire d'autres là après. On peut faire notre petit mariage à 4 et puis faire la dot là après. La dot là, c'est pour juste honorer les familles, tout et tout, parce que voilà, c'est tout. Voilà. Donc la loi ne reconnaît... Tout ça, c'est le concubinage, tout ce qu'on appelle le concubinage là. C'est-à-dire, vous êtes au quartier, on dit Madame X, Madame Y. Mais ça, c'est vous, ça au quartier là-bas. Ça, c'est dans votre quartier. Quand vous sortez du quartier, on dit, quand vous remplissez les papiers, on dit Madame Tan, célibataire. Mais vous mettez votre nom, statut matrimonial, célibataire. Alors que tu as 80 ans de concubinage. Ah oui, célibataire. Maintenant, pour ce qui concerne les enfants, là, peut-être que ça rejoint, il y a une question qui est passée de Mme Sylvie, également l'enfant né hors mariage. Aujourd'hui, la loi ne fait pas de distinction entre les enfants. Enfants nés dans le mariage, enfants nés hors mariage, enfants adultérés. Tous les enfants ont les mêmes droits. Ils sont égaux. Donc, Mme Soro, c'est vrai, il a été irresponsable. Il n'a pas joué son père de rôle. Mais ce sont ses enfants. Il porte son nom, ce sont ses enfants. Donc, il a l'autorité parentale là. Il a ça sur eux.
Même celle qui l'a délaissée, là, quand vous voulez se marier, c'est à lui qui va venir payer la dot. Alors qu'il n'a rien fait. Mais c'est son père. Malheureusement, c'est la situation. Un enfant ne peut pas dire « je réunis mon père ». Ou bien, voilà, non. Non, c'est son père. C'est vrai qu'il il est responsable tout et tout, mais c'est son père. Et il a toute cette autorité parentale là-dessus. Donc, malheureusement, dans ce cas-là, c'est des rapprochements familiaux qu'on doit faire, c'est de voir comment est-ce qu'on cherche pour s'entendre, voilà, pour que les choses se règlent dans la famille. Sinon, la loi ne peut pas intervenir dans votre... Ça, c'est une affaire familiale entre vous. Voilà. Au moment où il délaissait la famille, la chose qu'on pouvait faire, vous pouviez faire en ce temps-là, c'était, comme je l'ai dit, saisir la justice pour qu'on ne puisse obliger à payer voilà, une pension alimentaire aux enfants, tout et tout. Mais si ce n'est pas le cas, maintenant qu'ils sont grands, voilà, ils reviennent. Bon, c'est son là, papa. Hein. Yako. Religion. Mais ça, là... Oui, mais non, la loi n'intervient pas dans ce sens. Ça, c'est des questions de famille, d'intimité entre vous. Ça, c'est entre vous. C'est-à-dire, mais ça, c'est un problème de communication même. C'est plus un problème de communication dans le couple. C'est-à-dire, il empêche, vous dites que, mais avant de vous mettre en couple, qu'est-ce que vous êtes dit? Si vous avez découvert la religion pendant que vous êtes dans le couple, mais vous ne pouvez pas l'imposer à l'autre. Peut-être qu'on se connaît, on s'est mariés, on vit ensemble, on n'était pas convertis. Moi, je rencontre le Seigneur, je deviens chrétien. Mais est-ce que ma pratique religieuse, si ma pratique religieuse a des conséquences négatives sur le fonctionnement de mon couple, c'est un problème. Mais ça, c'est un problème de communication tout dans le foyer. Voilà. Il faut arriver à faire des compromis. Mais on ne se braque pas pour dire, moi, je veux faire ma religion, je veux pratiquer ma religion comme je veux. Toi, tu me dis, non, moi aussi, je ne veux pas que tu... Bon, non, arrivez à vous entendre, faites des compromis. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu acceptes de me laisser pratiquer ma religion? Ça, c'est comme ça, il faut que vous arriviez à vous entendre dessus. Mais non, je suis sûr, non. Mais je suis en train de dire oui. Mais l'autre élément également, c'est que mais quand la Bible parle de soumission de la femme, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi la soumission de la femme. Mais si vous braquez en tant que femme, mais si le monsieur n'est pas converti, mais c'est un contre-évangile que vous êtes en train de lui montrer. Hein? Ah, donc c'est une église où des femmes sont rebelles. Les femmes n'obéissent pas à leur mari. Mais votre attitude peut le convaincre. Ah, mais vraiment, j'ai essayé de l'empêcher, de tout faire, mais elle a eu une attitude calme, posée. Mais vraiment, là où vous allez, là où tu vas, là, je pense que c'est une bonne église, moi aussi, il faut que j'y aille. Mais non, le Seigneur dit, on dit le culte c'est de 8h à 20h. Moi, je reste à l'église de 8h à 20h. Bon, d'accord, 8h à 20h, mais le monsieur, il fait comment? Il mange quoi? Il vit comment? Voilà. Donc, il faut trouver vraiment, ça c'est un problème de communication dans le couple. Vraiment il faut trouver le moyen de pouvoir communiquer sur cet élément-là. Alors, les droits liés aux enfants en cas de séparation, je pense que j'ai répondu un peu à cette question, les enfants sont égaux. Les enfants, la séparation des parents n'a pas pour conséquence de mettre fin à la filiation entre les enfants et les enfants et leurs parents. Donc, si vous êtes séparés, les enfants restent l'enfant de X, l'enfant de Y. Ils ont toujours droit à l'entretien, au secours que leur père leur doit ou leur mère leur doit. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Si vous êtes séparés, on va peut-être, le juge va décider qui des deux d'entre vous a la garde. C'est la garde juridique. Celui qui a la garde juridique, mais l'autre également a un droit de visite, mais également une obligation d'entretien et de secours de ces enfants-là.
C'est parce que le juge m'a accordé la garde de mes enfants que ma femme dit, bon d'accord, c'est bon, moi je n'ai plus rien à faire. Non, non. Ce sont nos enfants, ce sont nos enfants. Vous êtes séparés, peu importe la façon dont vous êtes séparés, les enfants restent les enfants du couple et chacun est obligé de les entretenir, de leur apporter des soins et l'amour dont ils ont besoin. Donc la séparation n'a aucun effet sur les relations avec vos enfants. Madame Sylvie a parlé des droits des enfants nés hors mariage. Je crois que j'ai répondu à cette question. Voilà, il n'y a pas de souci avec eux. Dès l'instant où le monsieur les a reconnus, il porte son nom. Et là, aujourd'hui, avant, on disait, ça c'est le monsieur est marié, il a des enfants hors mariage, des enfants adultérins. Avant, la loi exigeait que pour qu'il puisse leur établir des actes de naissance, il faudrait que la femme donne son consentement. Il vient voir la femme pour lui dire, ah, j'ai fait des enfants dehors, un enfant dehors, je veux qu'il porte mon nom, donne-moi ton accord pour que j'aille établir son acte de naissance. Aujourd'hui, on n'en est plus là. La loi dit, il va avoir un commissaire de justice, ce qu'on appelle avant les huissiers de justice. Il fait un papier, il t'informe, dit, Madame Conan, je suis Monsieur Conan, ton époux, j'ai eu un enfant dehors, voilà, je viens t'informer. Je ne demande plus, est-ce que tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord, je t'ai informé. Dès que tu as reçu le papier, tu as dit j'ai reçu, il prend, il s'élève, il s'en va faire le balade de naissance de son enfant, et puis voilà. Non, mais le problème c'est quoi? Ça a été fait dans l'intérêt de l'enfant. L'enfant n'a pas cherché à naître, n'a pas demandé à naître. On ne lui a pas demandé, est-ce que tu veux naître dans un mariage ou tu veux naître hors mariage? Il est né, c'est le fruit, c'est de la conséquence peut-être de l'erreur de quelqu'un, mais ce n'est pas lui qui va supporter cette faute-là. Donc, tout est fait dans son intérêt. Il va apporter le nom du monsieur, il va avoir des documents en bonne et due forme. Maintenant, entre vous, comment vous allez régler votre pour vous là? Ça, c'est entre vous. Mais lui, au moins, il n'a pas ce problème-là. L'enfant hors mariage, l'enfant, celui qui a fait hors mariage, il porte l'enfant, le monsieur n'a rien à voir dedans. Ça dépend de lui. Il dit, ok, j'ai compris. Il dit, j'ai compris, mais vous n'allez pas lui demander de que l'enfant porte son nom. Mais en réalité, ce genre de cas n'intervient que lorsque il y a des braquets, il y a des conflits. On ne s'entend pas. Si je pense à un homme normal, la première des choses, c'est de préparer le terrain. Voilà. Il va peut-être, s'il a des choses, s'il est assez courageux, il va venir personnellement. Si ce n'est pas le cas, il va faire intervenir des parents, des amis, aller parler à mon épouse. Voici ce qui s'est passé. Maintenant, si vous êtes en conflit ouvert, où on ne peut même pas se parler, c'est dans ce cas que le commissaire de justice va intervenir, vous envoyez le papier. Comme j'ai essayé de négocier et puis ça ne va pas, bon, je t'informe maintenant de cette manière-là, et puis c'est fini. Parce que j'entends tout le temps que tu t'opposes à ce que je établisse les documents, je reconnaisse mon enfant, mais lui aussi, voilà, il ne peut pas avoir, si j'ai une assurance, il ne peut pas avoir une assurance santé, il ne peut pas se soigner, donc voilà, ça me coûte, donc je t'informe maintenant, et puis c'est fini. Bon, maintenant, la conséquence, c'est le divorce, ou bien c'est bon, j'avoue gérer ça après, voilà, voilà. C'est vrai que c'est dit ainsi, c'est brutal, c'est chaud, mais bon, voilà. Mais toujours, tout est dans la communication. Tout est dans la communication. Et puis l'idéal, comme si on s'est promis fidélité, c'est de ne pas que ça n'arrive pas. Mais si ça arrivait, voilà, il faudra qu'on puisse s'y faire. Maintenant, Madame Pasteur Tabitha, couple chrétien, un converti et l'autre non converti, relations sexuelles en dehors des usages. Oui. Mais c'est-à-dire, tout à l'heure quand j'ai parlé de consentement dans les rapports sexuels, c'est ça. On ne peut pas vous obliger à des pratiques que vous n'acceptez pas. Oui. Ça, c'est le bien-bas de vos droits. Si vous ne l'acceptez pas, que vous avez fini par y consentir, bon. Mais si vous restez sur votre position pour dire je ne veux pas,
Si l'autre force, ou bien qu'il a... C'est ce qu'on a ça, c'est une viol. C'est un viol. Non. Non. Mais c'est une violation même de l'obligation de respect qu'il a pour vous. Il est obligé de vous respecter. Non, c'est possible. Au contraire, mais ça, même la femme peut demander le divorce pour ça, au tort du monsieur. Oui. Non, non. Pour ça, on ne va pas... Non, au contraire. Au contraire. Au contraire. Mais je veux dire, c'est des choses... Il faut être... On est ça, ça nous vit, mais il faut être vraiment, je veux dire, assez ferme sur certaines choses. Il faut être assez ferme sur certains principes. Toujours est-il que c'est votre ménage. Aussi, vous finissez, à force de peut-être de vous solliciter, si vous acceptez, ça, c'est pas le problème. Ça, vous avez besoin pour finir votre consentement. Vous avez laissé convaincre. Mais si vous dites non, 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 c'est non. C'est non. Et adviendra que pourra, mais au moins, vous allez rester conforme à vos principes religieux, vous allez comprendre autre chose, et puis voilà. Si pour ça, il doit vous demander le divorce, qu'il parte. Mais au moins, vous allez préserver votre intégrité, vous allez préserver votre dignité, vous allez préserver vos principes religieux. Voilà. Et si c'est le motif du divorce, je pense qu'on ne va pas prononcer le divorce à hauteur de la femme. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour des 5 premières questions, à moins que je crois qu'on avait déjà répondu à cette question-là. C'est simplement, pendant qu'il est si le monsieur il est en fonction, s'il a un travail, c'est d'aller voir le juge des tutelles pour dire, j'ai fait un enfant avec monsieur X, voici la preuve de ce que c'est le père des enfants. Le juge de quoi? Le juge des tutelles. Tutelle. Et il ne prend pas en charge, il ne s'occupe pas des enfants. Il va y avoir une enquête sociale qui va être menée, et à l'issue de cette enquête, le juge va prendre une ordonnance dans laquelle il va condamner le père irresponsable là, à vous payer de l'argent pour entretenir les enfants. Avec ce document-là, vous rendez, si c'est un fonctionnaire, partez à la solde. S'il est au privé, partez dans son lieu de travail. Vous donnez ça à la DRH, la Direction des ressources humaines. Et sur la base de ce document, de cette décision-là, chaque fin de mois, avant de lui virer son argent, il y a la partie si le juge l'a condamné à vous payer peut-être 100 000 francs par mois pour vous entretenir les enfants, chaque fin de mois, vous irez là-bas, récupérer les 100 000 francs, et le reste, on va mettre ça sur son compte. Et voilà, c'est pour ça que ça se passe. Et dans le cas contraire, où c'est un homme d'affaires, il est indépendant. Oui, si c'est un homme d'affaires. Ni dans le privé, ni dans le public. Comment on gère ça? Bon, ça, c'est un peu plus complexe, mais toujours est-il que si vous connaissez ses partenaires d'affaires, par exemple, quelqu'un qui est dans le bâtiment, vous savez qu'il travaille avec telle entreprise, tous les trucs qui sont ses clients, mais ça demande qu'il vous ait beaucoup d'informations. S'il a des factures, c'est-à-dire si l'une des entreprises qui sont ses clients lui doivent de l'argent, cette décision de justice-là peut vous permettre de demander à l'entreprise, plutôt de vous le payer à lui directement, de vous verser cet argent. Ça, c'est possible également. Maintenant, pour ce qui concerne le veuf, c'est-à-dire l'épouse est décédée, voilà, c'est le mari qui... En fait, ici, comme nous sommes en train de parler des droits de la femme, c'est pourquoi j'ai parlé de la veuve. Mais la loi parle du conjoint survivant. Que ce soit la femme ou l'homme, c'est les mêmes droits. Le monsieur, dans les biens qui appartenaient à la femme, il aura droit au quart. Un quart des biens de la femme lui reviendront. S'il y a eu des enfants, le reste, c'est pour les enfants communs qu'ils ont eus. S'il n'y a pas eu d'enfants, les 3 quarts qui restent là, iront soit à ses parents ou à ses frères et sœurs. C'est sûr, il ne prend pas tout. La loi reconnaît seulement qu'un quart du patrimoine de l'époux qui est décédé. Madame Kwame a parlé de la cellule familiale, présence de parents dans le domicile familial, héritage de oncle. Bon.
la loi ne reconnaît qu'on parle des familles, père, mère, enfant. Les autres peuvent dire les parents, grands-parents, tout et tout. Mais c'est vous qui ouvrez les portes de votre maison aux oncles, aux cousins, aux tantes et autres. C'est vous qui les hébergez, c'est vous qui les recevez. Ils ne viennent pas s'imposer à vous. Et ça, c'est notre conception africaine de bon, c'est nos parents. Oh, d'accord. Mais mais c'est pas parce qu'ils sont chez vous qu'ils ont droit à l'héritage de votre père. Quand quelqu'un dit ça, peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais quand il y a un décès dans une famille, le père ou la mère décède, on va à la justice pour obtenir ce qu'on appelle le jugement d'hérédité. Vous prenez les extraits de naissance de tous les enfants du défunt. Si son épouse vit encore, elle aussi avec ce qu'on appelle sa carte d'identité, le certificat de mariage et 2 témoins. Vous allez, on établit la liste des héritiers, des ayants droit du défunt. Les biens qui lui appartiennent sont répartis à ces personnes qui sont sur cette liste-là. Toute personne qui est extérieure, qui n'a pas son nom sur la liste, là, cette liste-là, n'a droit à rien. Un oncle, des cousins qui vont venir se battre avec les enfants du défunt pour s'accaparer de leurs biens. Pourquoi? C'est pas normal. Et c'est parce que vous n'avez pas fait intervenir la loi dans la justice ou dans cette affaire que tout est... Voilà, c'est devenu ainsi. Et je pense que... Et ça bon, peut-être que c'est un conseil qu'on se donne tous. On ne demande pas de ne pas être hospitalier. On est tous plus ou moins... chacun a été plus chez des personnes qui ont été ses tuteurs. Oui, on a eu des oncles, des tantes qui nous ont... Oui, mais ça ne donne pas... C'est pas pour autant qu'à tout vent, on va jusqu'à mettre en péril la sécurité ou bien le bien-être de nos enfants et de notre épouse. On reçoit ce qu'on peut. On ne peut pas prendre tout un village. Et puis, non seulement vous les recevez chez eux, mais ils s'accaparent. Non, pourquoi? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Parce que quand les gens sont chez vous, et que devant eux, soit vous leur accordez trop de droits, ou vous méprisez votre femme et vos enfants, mais ils pensent que voilà, c'est vrai que tu es mon protégé, mais tu restes à ta place de protéger. Mes enfants sont mes enfants, mon épouse. Quand les choses sont assez claires, il ne peut pas avoir ce genre de situation. Mais quand on est dans un mélange, tout est confondu, on ne sait pas qui fait quoi, bon, les gens pensent qu'ils ont droit à tout, n'ont pas droit à tout. T'héberger ne veut pas dire que tu es membre de ma famille. T'héberger ne veut pas dire que demain tu peux t'accaparer des biens de mes enfants à leur place. Donc malheureusement c'est arrivé, mais je pense que c'est des choses qu'il faut éviter. À la mesure du possible. À la mesure du possible. Vous avez peut-être une maison de 3 pièces. Vous accueillez, en plus de vos enfants, vous accueillez 10 personnes, 20 personnes. Mais déjà, même vous-même, eux-mêmes là, déjà, vous les mettez ils vont dormir, ils font comment? Ils font comment? C'est Madame Gansa, hein? J'espère que Madame Gansa. Un enfant, votre mari a eu un enfant en dehors du mariage, vous voulez lui faire le déclarer à CNPS pour qu'il ait le droit. La seule chose, c'est de l'adopter. Vous avez le droit d'adopter l'enfant de votre époux. Oui, pour créer un lien. En réalité, la seule chose, c'est les enfants. C'est pas des... Non, voilà, donc c'est de l'adopter. Vous avez le droit d'adopter l'enfant de votre époux. Et vice-versa. Voilà. Maintenant, pour vous, votre enfant, il n'y a pas de souci en principe, il ne doit pas avoir de problème. Pour le déclarer à la CNPS pour avoir des avantages, cas d'assurance, il n'y a pas de problème, puisque le lien de filiation est fait. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'enfant de votre époux, si vous voulez lui faire profiter des droits qui sont attachés à votre statut, il faut l'adopter. De sorte qu'il devient l'enfant du couple. C'est-à-dire, le monsieur, il est là, physiquement, mais c'est-à-dire, c'est de forme, et il ne prend pas en charge, il ne s'occupe de rien.
c'est la même situation que la première question. Hein. Là où si, voilà, on peut le contraindre à participer aux charges de ménage en possédant ce qu'on appelle des attributions sur son salaire. Ça, c'est voilà, ça, c'est des choses. Ah bon. L'autre élément, vous avez, il n'y a plus de rapport sexuel, il n'y a plus de... Mais ça, c'est une cause de divorce. On appelle ça, tous on met ça dans le système d'injure grave. Injure grave. Voilà, c'est-à-dire, tous on met ça, c'est le thème générique. Quand vous allez devant le juge, la loi, injure, tout ça, c'est injure grave. Donc, vous pouvez demander le divorce s'il ne veut pas. Ou bien maintenant, s'il a entamé la procédure de divorce, vous pouvez également, s'il est là physiquement, simplement, et qu'il ne participe à rien, ou bien il n'y a plus de... Vous pouvez demander la séparation de corps, c'est tout. Le temps que la décision de justice n'intervienne, on se sépare, chacun vit chez lui, et puis c'est aussi simple que ça, on ne va pas se supporter, et puis on n'a plus rien en commun. Donc c'est vrai qu'il a introduit sa demande de divorce, mais vous pouvez demander au juge, monsieur le juge, bon, pour que on soit plus à l'aise, on donne la séparation de corps, chacun reste dans son coin, le temps que la décision de divorce n'intervienne. Maintenant, si vous, en tant que chrétienne, vous ne voulez pas du divorce, et que vous espérez que le mariage, les choses s'arrangent, bon, continuez de prier, jeûner, voilà. Dieu fera. Et puis, bon, peut-être faites ce que vous pouvez faire également pour le ramener à la raison, voilà. Ah bon, tout ça, c'est, voilà. Si c'est vraiment, si c'est votre réussite, c'est ce que vous voulez, oui. Ça, dans tous les cas, ça arrive, hein. Parfois, les gens s'en vont, ils font depuis des années, puis ils reviennent. Le Seigneur allait les chercher, ils sont revenus, le Saint-Esprit les a convaincus. Voilà. Donc, voyez également, si vraiment vous ne voulez pas aboutir au divorce, faites ce que vous avez à faire, et puis dans la prière, l'aide de Dieu, peut-être que ça va s'arranger. Rapport sexuel non consenti dans le mariage. J'avoue que c'est délicat. Mais c'est comme les viols courants, là. Hein. Il y a toujours des preuves, qu'elles soient physiques, qu'elles soient matérielles. On peut présenter tout, voilà. La preuve de la contrainte. S'il y a des lésions, on peut se faire, voilà, s'il y a des lésions au niveau de l'appareil génital, ça peut se faire constater. C'est-à-dire un rapport sexuel consenti, normalement, ça ne doit pas provoquer de telles lésions, par exemple. Donc, on peut voir le gynécologue, nous faire un certificat médical, bien établi. Si c'est à la police qu'on va, comment est-ce que les dessous ont été retirés? Si, voilà, tout ça, ça peut être... C'est à vous de... Voilà. Oui, voilà, il y a tout ça aussi. Il y a tout ça aussi. Il y a tout ça aussi. Donc, je vais dire, voilà, faut voir. Mais si vous estimez qu'il y a eu violence, même les circonstances dans lesquelles ça s'est déroulé, on dit, c'est pas forcément la violence, mais la surprise. Vous êtes couché, vous dormez, et puis vous sentez qu'il y a quelqu'un qui... Bon, c'est pas vrai, il m'a surpris. Voilà. C'est ce que ça, c'est la surprise. Non. Ça se prouve par tout moyen. C'est-à-dire, si vous estimez que chaque nuit vous êtes victime d'agression sexuelle de la part de votre époux, mais vous mettez une caméra. Bon, puisque vous cherchez, bon, ça c'est, voilà, c'est vous qui cherchez votre preuve. Vous cherchez votre preuve, donc vous cherchez tous les moyens pour pouvoir établir l'existence de cette agression-là. Voilà. Ah, bon. Mais c'est à vous de voir. Dans tous les cas, ça se prouve par tout moyen. Si vous sentez vraiment que parce que c'est, mine de rien, c'est une décision grave qu'on prend en faisant cette démarche-là. C'est-à-dire, la conséquence, c'est que c'est la prison. Hein. Ce n'est pas simplement le divorce. Parce que c'est un viol. Le viol, c'est l'une des infractions les plus sévèrement punies, comme le meurtre et autres et tout. Voilà. Donc, la conséquence, c'est que vous êtes en train de conduire tout droit en prison. Est-ce que la chose la plus facile, ce n'est pas seulement de demander un divorce? Mais c'est délicat.
Mais si vraiment vous en arrivez là, si vous arrivez à ce point, c'est que certainement qu'on en a vraiment voilà, par-dessus la tête et que c'est voilà, c'est devenu incontrôlable. Non, vous allez jouer au jeu du chat à la souris. Non, dans tous les cas, que ce soit chez vous, que ce soit sur votre lieu de travail, on va vous signifier l'acte. À défaut, si vous faites tout, on va le signifier au parquet ou au district. Et il y a avec une procédure qui va avec, mais dans tous les cas, on fera tout pour que vous ayez connaissance de. Mais pourquoi vous refusez de recevoir l'acte? L'enfant est déjà né. Oui, l'enfant est déjà né. Le monsieur le reconnaît comme son fils. C'est votre refus là qui. Bon, peut-être même, ça peut être peut-être l'occasion pour lui de demander le divorce. Oui, mais ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? L'adultère est un motif de divorce. Il a commis un premier adultère, il est venu avec un enfant, vous l'avez accepté. Il a fait un deuxième. Si vous estimez que vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus l'accepter, vous demandez le divorce. La preuve est là. Les enfants sont la preuve concrète de son adultère. Mais si vous l'acceptez chaque fois, donc il est dedans. Ce n'est pas le refus de l'acte là qui va faire que l'enfant disparaisse. Il est déjà là. Il vit. Il entretient. La seule chose qu'il fait, il vient vous informer. Et si vous ne voulez pas recevoir l'acte, maître est là, on procédera par d'autres moyens, et puis il va aller faire son acte de naissance. Donc ça ne c'est pas grande chose, c'est pas voilà. Moi j'ai pas de stratégie à vous donner, au contraire, je suis là pour vous exhorter à mettre en application la loi et non pas à contourner la loi. Voilà. Donc j'ai pas de stratégie à donner à ce niveau-là. Violence conjugale, vous allez à la police, l'officier refuse de recevoir la plainte et puis il dit allez régler vos problèmes en famille. Si le commissariat ne veut pas, le commissariat ou bien la gendarmerie ne veut pas recevoir, vous pouvez venir au parquet. Vous venez voir le procureur, il fait une plainte écrite, en bonne et due forme, avec tous les éléments de preuve avec ça. C'est le même commissaire, là, le procureur va demander d'instruire l'affaire. Voilà. Va vous demander, vous donner un soin transmis, allez voir le même commissaire, là. C'est comme celui qui veut une autre unité de police ou de gendarmerie, et pour demander de continuer l'enquête. Comme c'est des hommes, bon, ça c'est une relation humaine, peut-être lui-même il bat sa femme, donc c'est pas lui qui va venir chercher à mettre en prison quelqu'un qui bat, puis c'est lui-même qui le fait. Donc bon, mais c'est pas une bonne réaction. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez même écrire aux choses au commissaire du gouvernement, du tribunal militaire, puis si c'est un policier ou un gendarme, pour lui dire, pour dénoncer ces faits-là. C'est une violation de ses obligations professionnelles. Ce n'est pas son travail, ce n'est pas de demander aux gens d'aller régler un problème. C'est passer la personne en danger, qu'elle vient te voir, ton travail, ta fonction t'oblige à recevoir sa plainte. Donc s'il la refuse, non seulement vous pouvez aller voir le procureur pour continuer la procédure, mais si vous voulez qu'il soit lui-même pour engager sa responsabilité, vous écrivez au procureur, au commissaire du gouvernement, au tribunal militaire, pour lui dénoncer les faits, voici, et puis il va répondre de ses actes. Mademoiselle Talbreux encore, le père qui donne son nom à ses nièces, à ses neveux, et qui décède. Bon. Là, dans ce cas-là, il y a deux situations. Il fait porter son nom à ses neveux et à ses nièces. Mais tout le monde sait de la famille que ce ne sont pas ses enfants. Donc, on peut aller en annulation. Avec les éléments de preuve on dit voici sa mère, c'est la sœur de notre père. Il ne peut pas être l'enfant, il ne peut pas être son père. On peut aller annuler cet acte de naissance, cette reconnaissance qui a été faite là. Et même aujourd'hui, la loi permet à ces personnes-là même, bon, c'est vrai qu'on va dire qu'il n'avait pas de père, bon, mais peut-être de retrouver, s'il est conscient que le port de porter le nom de son nom lui pose juste, mais il peut demander de reprendre une autre identité peut-être. Mais on peut toujours faire annuler ça, cet acte-là. Maintenant, reconnaissance, c'est la deuxième question, reconnaissance d'un enfant naturel.
C'est-à-dire quoi? Voilà, non. Oui, ça, il le fait, on peut le faire. Oui, il va, l'enfant porte le nom de quelqu'un d'autre, mais avec le témoignage de la mère et de certaines personnes qui ont connaissance de cette histoire-là, on va devant le juge, on introduit une action en annulation de filiation. C'est-à-dire, le nom qu'il porte, on va demander à ce que le juge ordonne que ce nom-là soit annulé, puis ce n'est pas son enfant. Le nom de celui qui porte lui, il sait que ce n'est pas son enfant. S'il faut même aller faire un test ADN pour établir la preuve que ce n'est pas son enfant, on le fera. Et puis maintenant, non seulement il fait annuler la première filiation, maintenant il rétablit la vraie filiation. C'est-à-dire lui, il est décédé. Mais donc, quel est l'intérêt de cette action? Ça, c'est compliqué parce que il n'a pas, c'est-à-dire, mais il ne l'a pas reconnu. Oui. Oui. Oui, mais est-ce qu'il avait introduit une action en justice pour ça, avant qu'il ne décède? Non, 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 non. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Voilà. L'enfant, il sait que c'est son enfant, il a cherché l'enfant, il a trouvé l'enfant. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il veut se racheter, se rattraper. Malheureusement, il décède. Cet enfant, il devient quoi? Mais sachant, l'enfant sait maintenant qu'il est l'enfant de ce dernier. Oui. Donc, il veut aussi les biens de ce dernier-là. Puisque Non. depuis longtemps, tu m'as régné, aujourd'hui, tu n'es plus, donc je veux bénéficier. La première condition, c'est d'établir la filiation. Or, rien. Il n'a pas eu le temps d'établir la filiation. Oui, donc, simplement, tu sais que oui, d'accord, mais il n'y a aucun document qui établit la filiation entre lui et le défunt. S'il avait le temps peut-être d'introduire une action en justice en reconnaissance de paternité, avant qu'il ne décède, l'action allait se poursuivre. Et au bout du compte, il allait avoir cette filiation. Mais il n'a rien fait. Ok, il n'a rien fait. Et si par le chemin que vous avez entamé, si la mère veut passer par l'option de l'ADN, qu'est-ce qu'on fait pour prouver que c'est l'enfant du monsieur? Mais même, vous savez, en matière de filiation, c'est-à-dire la reconnaissance, ce n'est pas quelqu'un qui reconnaît un enfant à la place d'un autre. C'est surtout le père qui reconnaît. C'est pourquoi quand un enfant naît, tant que le père n'est pas allé à la mairie ou à l'état civil pour dire c'est mon enfant, il ne porte pas son nom. Il ne porte pas son nom. La mère peut partir, on peut mettre le nom de la mère, mais le nom du père, tant que lui n'est pas venu en personne, ou bien il a donné procuration à quelqu'un d'autre pour dire voici, il y a tous les documents qui vont, il ne porte pas son nom. Donc, il est décédé, même enfin, tout ce qu'on peut faire, mais ça ne va pas établir la filiation juridique. C'est à ce niveau, c'est ça. C'est à ce niveau qu'il faut. Sinon, dans la famille, parfois, on sait que lui, c'est l'enfant d'un tel. Il se ressemble tout et tout, mais juridiquement, il n'y a aucun lien. La filiation n'est pas établie. Donc, il reste là, il reste dans son coin. Pourtant, tout le monde sait que c'est l'enfant de X. Mais comme il n'a jamais eu de démarche dans le sens de le reconnaître officiellement, il reste dans son statut. Donc, dans ce cas-là, malheureusement, je ne pense pas qu'il ait grande chose à faire. Sauf si bon, encore que ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Les autres enfants du défunt et son épouse disent, bon d'accord, on reconnaît que c'était son enfant, bon peut-être on lui bien. Vraiment, ça c'est par pur humanisme. C'est pas, voilà, rien ne les oblige à le faire même. Et même, il n'aura même pas, il ne pourra pas porter le nom du défunt. Voilà. Les Maliens, il n'y a pas de problème. Parce que la loi malienne reconnaît la polygamie. Si les Maliens qui se marient au Mali sous le régime de la polygamie, ça va, au Mali là-bas, ce sont des femmes. Mais en Côte d'Ivoire ici, il est dans un cas de bigamie. Bigamie, c'est-à-dire, tu es marié, tu ne divorces pas, et puis tu prends une deuxième femme. Or, en Côte d'Ivoire, on ne reconnaît pas la polygamie. Donc, le mariage dans lequel se trouve votre copine est nul. Et c'est pourquoi, quand on se marie, on demande
la transcription du mariage sur l'acte de naissance. Et il ne l'a pas fait. Même il mérite même d'aller en prison, ce monsieur. Parce que s'il avait retranscrit son mariage du Mali sur son acte de naissance, il n'allait pas pouvoir se marier en Côte d'Ivoire ici. Donc le mariage dans lequel se trouve votre copine était un mariage nul. Bon, peu importe le nombre d'années, c'est un mariage nul, c'est un mariage les derniers cas de bigamie. Et si elle veut lui créer des problèmes, elle peut le poursuivre en justice. Sinon, l'épouse légitime du monsieur, c'est la femme malienne. Parce que son mariage n'a pas été annulé, il n'est pas divorcé. Bien familial, quand deux signatures, l'un des frères décède, on lui demande de faire intervenir la femme. Le problème, c'est au niveau de la banque. Sur quel régime, en quel ils ont des biens qui versaient sur le compte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, mais s'ils ont fait croire que c'est leur entreprise personnelle ou bien c'est leur société, tous les deux. Parce que c'est pourquoi sinon quand c'est un bien, quand c'est ainsi, si c'est dit précisément que c'est un bien familial, et loyer appartenant, puis nous sommes du subgérant, et que les biens ne nous appartiennent pas en propre, dans ce cas-là, la signature, on demande à la famille de se réunir, fait une assemblée générale des familles, on désigne un deuxième signataire. Et à le procès verbal de cette réunion de famille-là, on produit ça à la banque pour dire, voici, comme l'autre est décédé, voici la l'époque qu'il est décédé, voici le second, voici celui qui le remplace. Mais si ce n'est pas fait ici, c'est pourquoi ça pose le problème de sous quelle forme ils ont déclaré les biens au niveau de la banque. Donc s'ils ont fait croire que c'est leur bien propre, c'est normal que la femme qui est voilà, la veuve, qui est l'ayant droit, voilà, donc, puis c'est bien pour chose propre, la famille a droit à une partie. C'est pourquoi ils l'ont fait de la femme. Donc c'est d'être vigilant. Quand ils sont allés faire la déclaration, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Ici, ils ont précisé que c'était les biens de la famille et d'autres, voilà, sur le compte, oui, voilà. Et comme on le dit, la dame le dit, avec tous les membres de la famille, on sait qui sont ceux qui sont les membres de la famille. Et ce bien appartient à quelle famille? Mais certainement qu'ils n'ont pas pris cette précaution-là. De ce autre niveau, aux yeux des gens de la banque, c'était peut-être une entreprise, puis dans les entreprises, on dépend de la double signature. Ça, c'est banal. Peut-être le DG et peut-être le comptable aussi, voilà, tout. Donc, c'est comme ça qu'ils ont compris la chose. Donc, vous voyez, peut-être s'il y a lui encore, c'est vrai que, bon, en temps, les biens ont été déjà partagés, mais si ça existe toujours, vous voyez, au niveau de, peut-être faire intervenir un juriste pour voir exactement qu'est-ce qu'ils ont, le contrat qui les lie à la banque, qu'est-ce qui est déclaré dessus. Sinon, ça risque encore de produire les mêmes conséquences. La question anonyme, enfant naturel, c'est-à-dire le monsieur, il a un enfant avant le mariage, il se marie et 3 ans après il déclare, c'est là qu'il déclare à la femme que j'avais un enfant. Et sur les papiers du mariage, avant le mariage, quand il remplissait les documents, il a mis célibataire sans enfant. Le mariage a eu lieu. 3 ans après, il vient informer la dame que j'ai un enfant, que j'avais un enfant. Mais ça, c'est un peu comme si... Ça dépend de la façon dont la femme le prend. Est-ce qu'elle estime que ce mensonge-là, il est de nature à rendre impossible la poursuite de la vie conjugale? C'est à elle d'apprécier. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se dit, si je savais qu'il avait un enfant, je n'allais pas me marier. Dans ce cas, il y a dol, elle l'a trompé. Et elle peut même attaquer ce mariage-là en annulation. Ou elle se dit, c'est un mensonge, c'est une erreur qu'il a faite, je le pardonne. Voilà, ça aide d'apprécier. Ça aide d'apprécier. C'est pas correct. Dans l'un ou l'autre des sens dans lequel on le prendra, il y a des conséquences qui s'y attachent, mais la décision lui appartient en premier. Si elle dit au juge, monsieur le juge, moi j'ai voulu me marier toujours avec un homme célibataire, sans enfant.
Et ce principe-là, je n'envisage pas y déroger. Si je savais que ce monsieur avait un enfant, je ne me serais jamais marié avec lui. Dans ce cas, il m'a trompé. Et mon consentement a été vicié, n'était pas éclairé. Donc, c'est une cause d'annulation du mariage. Maintenant, si elle se dit, bon, c'est pas grave, dans tous les cas, peut-être que, comme j'étais très exigeant sur ce point, ce principe-là, peut-être que je disais que si en me le disant, il allait me perdre, je n'allais pas accepter le mariage, j'allais me marier avec lui, qu'il a fait, que je lui pardonne, bon, je comprends, je lui pardonne, mais ça, c'est à elle d'apprécier. C'est vraiment à elle d'apprécier. Maintenant, au cas où elle accepte l'enfant, quel sera le droit de l'enfant dans le... Oui, c'est l'enfant du monsieur. Il a les mêmes droits que les enfants qu'elle aura avec le monsieur dans le mariage. C'est leur grand frère. C'est l'aîné de la famille. En Afrique même, parfois on dit c'est mon héritier. Donc c'est le premier héritier. Voilà. Voilà. Donc c'est malheureusement... Et là, dans ce cas, son consentement n'est pas nécessaire. Ou bien on n'a pas besoin de l'informer. Puisque l'enfant existait déjà avant le mariage. Donc la filiation est légalement établie bien longtemps, il y a fort longtemps. Donc voilà. Elle constate une situation et puis elle en tire les conséquences. Est-ce que malgré ça, elle continue dans le mariage ou bien elle estime que c'est tellement grave qu'elle préfère se retirer de ce mariage dans lequel il y a eu, à la base il y a eu un mensonge. C'est ça aussi le problème. Voilà. Maintenant, Madame Oku, la puissance paternelle, bon ça c'est les histoires des impôts là, vraiment. Il y a l'histoire d'hygiène, de part et autres. Mais dans tous les cas, je crois que quand vous êtes deux fonctionnaires, vous êtes mariés, que vous avez des enfants, je crois que l'un des parents prend celui qui pose ce qu'on appelle la puissance paternelle. Donc celui qui déclare l'ensemble des enfants. Vous deux ne pouvez pas partager. Voilà. Donc là, c'est l'un des parents, soit c'est le père. Ou bien s'il estime que c'est plus avantageux pour la mère, il lui délègue la puissance paternelle et ça vient en déduction de ses impôts, surtout l'IGR et tout ce qu'on sait. Voilà. Donc ça, bon, je pense que ça... Et je vais demander à Maman Amissa d'élever la voix pour bénir le serviteur que Dieu nous a envoyé ce matin. Et dans cette dynamique de spiritualité, nous savons qu'il y a des sœurs parmi nous, c'est sûr, qui n'ont pas voulu se prononcer, mais elles ont quelque chose dans le cœur. Il y a beaucoup de douleurs dans les foyers, dans les maisons, dans les familles. Alors pour cela, nous avons prévu ce petit temps de ministère que nous allons laisser sous la conduite du Saint-Esprit. Et pour cela, je vais inviter Maman Pasteur Alima, qui va... Vraiment formidable. Et ce sont des paroles qui sont gravées dans notre esprit, gravées dans notre cœur. Et nous croyons que Dieu seul peut nous guérir de toutes les douleurs que nous avons portées. Baissons la tête et donne un cantique à l'Éternel. Alléluia. Oh mon Dieu. Merci au Seigneur pour la connaissance qu'il t'a apportée. Tu n'es plus ignorante. Je ne suis plus ignorante. Mais nous avons la reconnaissance, nous avons la connaissance de sa parole, la connaissance juridique et la connaissance spirituelle. Nous venons t'adorer, Seigneur, dans cette atmosphère et nous vivons pour t'adorer. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité et ta grâce. Merci, nous vivons pour t'adorer. Tu es notre roc. Tu es notre bouclier. Tu es le rocher, Seigneur mon Dieu, de nos mariages. Nous avons espéré en toi. Nous ne serons pas confus, ô Éternel. Merci de nous donner la force. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Demande au Seigneur de venir guérir tes blessures. Avant de prier pour quelqu'un, refais-toi toi-même à ce que tu as appris aujourd'hui. Alléluia. Dis au Seigneur, tout compte fait, en tant que femme mariée dans des foyers, même si tu n'es pas mariée, tu as appris certaines choses. Nous avons connu des blessures internes qui nous ont fait des douleurs, n'est-ce pas? Qui nous ont apporté des douleurs. Et ces blessures, par moments, ont gardé peut-être des rancunes, n'est-ce pas? On a gardé la colère pendant longtemps avant de pouvoir pardonner. Alléluia. Alors, je veux que tu puisses prier.
Parce que le rancunier ne pourra pas rentrer dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Je veux que tu demandes à Dieu, par la puissance de son esprit, de te guérir de tout ce dont tu as souffert dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. De toutes les souffrances que tu as vécues, des injures, n'est-ce pas, du manque de respect, de l'infidélité, et que sais-je encore, tout ce que toi seul tu as pu subir dans le mariage, dans le foyer, à cause des beaux-parents, à cause du mauvais regard. Dis au Seigneur, je reçois ce matin la guérison de toutes les blessures que j'ai vécues, j'ai reçues dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison interne, pour le relèvement, ô Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour la guérison. Tu m'as apporté la connaissance. Maintenant je sais. Et parce que je sais, ça ne fait pas de moi une femme rebelle. Mais avec douceur et avec compréhension et par la puissance de ton esprit, je peux maintenant faire face à tous les défis qui se présentent devant moi. Merci pour la guérison dans le cœur de mes soeurs. Merci pour la guérison dans le cœur de mes soeurs. Merci pour la guérison dans notre âme. Dans le nom puissant de Jésus. À toi seul soit la gloire. Oh Yahweh, merci Seigneur. Et j'aimerais que tu dises au Seigneur, donne-moi encore beaucoup d'amour, s'il te plaît. Donne-moi encore beaucoup d'amour pour recevoir, n'est-ce pas, tous les problèmes. Si elles viennent à moi, si ces problèmes viennent à moi, pour que je puisse, avec beaucoup d'amour, prendre les choses dans le calme au nom de Jésus. On a parlé d'un enfant que certains hommes ont peut-être dehors avant d'informer la femme. On a parlé de beaucoup de choses. Mais il faut énumérer dans ton esprit ce qui a été dit et demande au Seigneur de te donner beaucoup d'amour. C'est très, très, très important. Prions le Seigneur. Beaucoup d'amour, Seigneur. Nous recevons de toi, par la puissance du Saint-Esprit, beaucoup d'amour comme un roc. Beaucoup d'amour inébranlable qu'on ne peut effacer. Dans le nom de Jésus, qui nous donne, Seigneur, de ne pas être ébranlés. Mais en face de tous ces défis, en face de ces difficultés, nous puissions, Seigneur, prendre les choses au calme et avec ton amour, gérer les choses comme il se doit, dans le nom puissant de Jésus. Nous demandons ton amour, Seigneur, c'est important. C'est parce que tu nous aimes assez que ta patience a permis que nous soyons convertis. Merci, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Et finalement, je voudrais que tu attrapes le et puis tu vas prier pour elle. Elle va prier pour toi. Et tu vas libérer, n'est-ce pas, des paroles réconfortantes, des paroles de guérison, des paroles de restauration et la grâce abondante de l'Éternel dans sa vie, dans son foyer, au nom de Jésus, afin que là où l'humiliation a sévi, il y a l'élévation et la gloire de Dieu dans le nom de Jésus, parce que Dieu se souvient toujours. Prions le Seigneur. Là où dans les mariages on n'entend pas parler d'enfants et ce sont des frustrations venant de la part de l'homme, venant de la part de beaux-parents et des amis tout autour, Dieu seul est le relèvement. Dieu seul est le relèvement. Dieu seul est le relèvement. Là où il y a une frustration parce qu'il y avait un manque de connaissance, il y a l'Éternel seul qui est le relèvement. Dieu seul relève son peuple. Dieu seul relève ses servantes. Et malgré toutes ces espèces autour de lui, il a senti qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Et il a vu que c'était une aide, une personne semblable à lui et qui venait vraiment pour l'épauler dans ce jardin. Alors nous bénissons le Seigneur encore pour ce jour merveilleux. Et je veux me souvenir de toutes ces femmes qui sont brimées dans leur maison, qui sont brimées même dans les pays, dans les nations. Toutes ces femmes qui sont rejetées, toutes ces femmes qui sont appauvries par la situation de leur pays, toutes ces femmes qui ont perdu leurs époux, qui sont veuves aujourd'hui, et toutes ces femmes qui sont seules en train d'élever leurs enfants, toutes ces femmes, même dans les hôpitaux, qui sont en train de crier encore, oui, pour la maternité, pour donner vie, encore pour donner vie. Alors nous célébrons encore le Seigneur pour cela.